bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence au sein de Renaud Days, une conférence que j'aurai le plaisir d'animer. Anne-Sophie Tardy, je suis responsable éditoriale de Construction 21. On parle de bâtiments et de villes durables. On est clairement dans le cœur du sujet puisque aujourd'hui, c'est une thématique qui nous anime tous les acteurs de la transition énergétique, la lutte contre la fraude aux dispositifs de performance énergétique. Comme vous le savez, des programmes tels que les certificats d'économie d'énergie ou MaPrimeRénov' jouent un rôle crucial dans cette transition énergétique, mais ces dispositifs sont fragilisés par la fraude. On l'a vu notamment cet été avec cette pause estivale de MaPrimeRénov'. La fraude menace aussi la mobilisation des budgets nécessaires, la confiance des citoyens et puis des entreprises et des collectivités. Alors que le calendrier avance quant aux objectifs de décarbonation du secteur face au dérèglement climatique, alors il est urgent d'agir. C'est clairement le message qui est porté aujourd'hui pour cette conférence. Et parmi les actions, il y a la création d'une démarche collective, structurée, innovante. C'est la création de l'association Stop Fraude. J'ai avec moi les initiateurs, les auteurs de cette association Stop Fraude. Elle est lancée officiellement aujourd'hui, un lancement symbolique au cœur de Renaud Days. Et donc pour en parler avec moi, Franck Hanamayer, le fondateur, l'initiateur de l'association Stop Fraude. Bonjour Franck. Également Lionel Cos, député et président de cette nouvelle association Stop Fraude. Merci d'être avec nous. Marjolaine Meignet-Millefer, vous êtes vice-présidente de l'association Stop Fraude, également présidente de l'Alliance HQE-GBC. Florence Liévin, vous êtes responsable des affaires publiques chez Sonergien et présidente du groupement le GP-C2E. Et puis Simon Hufetot, merci d'être avec nous. Simon, vous êtes coordinateur du plan de rénovation énergétique des bâtiments au ministère Écologie, Énergie, Territoire. C'est un beau panel qui est avec nous pour terminer cette deuxième journée de Renaud Days. Alors avant de parler de cette association, de ce qui vous a amené à créer cette association Stop Fraude, j'aimerais revenir sur ce contexte politique et économique qui rend la lutte contre la fraude essentielle. Lionel Cos, il est bon de le rappeler, mais pourquoi est-il si important de maintenir les budgets dédiés à la performance énergétique malgré les crises économiques et politiques qu'on peut connaître aujourd'hui ? Très bien, écoutez, bonjour à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux pour pouvoir échanger. Et puis, si vous êtes là, c'est que je pense que vous êtes toutes et tous intéressés parce que nous allons vous présenter, puisque en effet, lorsqu'on parle de performance énergétique, de travaux, de rénovation, qui est quand même aussi un des objectifs de ce salon, bien entendu, on parle des euros investis. Et les euros publics sont des euros bien sûr rares, mais qui doivent être utilisés, je dirais, au plus près de cette ambition politique que l'on peut porter. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier avec le soutien des services de l'État, mais aussi lorsqu'il s'agit des euros des C2E, là, il s'agit bien entendu de politique publique, mais menée aussi par des acteurs privés, il est important de pouvoir garantir que chaque euro ne parte pas vers des directions ou vers des caisses qui ne seraient pas celles de la rénovation et de la performance énergétique. Donc on a besoin effectivement de, je dirais, rassurer bien sûr les Françaises et les Français sur tous ces enjeux de fraude, puisque tout le monde en parle et c'est vrai que quelque part ça peut déstabiliser et inquiéter aussi ceux qui demain seront amenés à faire des travaux dans leur bâtiment, mais aussi tout l'écosystème, tous les acteurs, qui soient publics ou, je dirais, privés, qui interviennent sur tout le parcours de la performance énergétique. Donc c'est un petit peu naturellement qu'avec l'initiative de Franck, bien entendu, nous avons souhaité nous réunir et être quelque part force de proposition et être acteurs, plutôt que quelque part subir celles et ceux qui, par des circuits divers et variés, essaient de récupérer cet argent de façon, je dirais, malhonnête, et pour que ces euros ne soient pas utiles dans l'objectif politique que l'on s'est fixé. Et donc pour ça, il faut qu'on mutualise bien sûr nos travaux, nos actions, nos idées, nos parcours, nos propositions, nos solutions. Et c'est un petit peu l'objet
de cette association qu'on vous présente cet après-midi. Et on aura l'occasion de revenir sur la genèse de cette association et puis la raison d'être de cette association. Marjolaine, on en a parlé, il y a une double dynamique public-privé pour les dispositifs de performance énergétique, les C2E. Comment elle fonctionne, cette dynamique, et puis comment surtout la fraude va fragiliser cette dynamique public-privé ? Alors, déjà, vous dire que c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui sur ce lancement. Ça montre à quel point le sujet est vraiment intéressant et pour nous tous. La dynamique, elle est publique-privée dans le sens où déjà, les enjeux de rénovation énergétique, c'est un enjeu de mobilisation d'acteurs privés. En grande partie, d'abord, c'est faire les travaux, ça, c'est les enjeux d'acteurs privés. Mais la trajectoire, elle est d'utilité publique. C'est absolument essentiel qu'on réussisse cette transition et ces objectifs qu'on se fixe à 2030-2050 d'effondrement des consommations énergétiques. C'est un sujet d'utilité publique, vraiment, la rénovation. Et donc, on voit bien la convergence des deux sujets dès le départ. C'est une politique qui est imbriquée public-privé au démarrage. Et les fraudes, qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans? C'est qu'elles viennent donner un mauvais nom à cette politique qu'on essaye de mener. En plus, ce qui est vraiment extrêmement frustrant, donc là je parle avec ma casquette précédente quand j'étais encore parlementaire, mais on avait constamment des retours comme ça de gens qui nous disaient mais du coup la rénovation c'est le lieu de la fraude, et en fait c'est désespérant parce qu'on se rend compte qu'on mélange tout, que les sujets, du coup, ne sont pas ce qu'on pense. Les fraudeurs sont finalement une catégorie de gens bien particuliers qui fraudent sur tous les sujets et pas que la rénovation. Et néanmoins, typiquement, quand on a des fraudes à l'assurance, quand on a des fraudes à la carte vitale, on ne va pas vous dire on va arrêter les budgets sur la carte vitale. Mais sur le sujet de la rénovation énergétique, ça vient fragiliser les acteurs, ça vient fragiliser les politiques, ça vient créer de la défiance. Et du coup, aujourd'hui, alors on le sait et ce sera expliqué plus tard, l'État se saisit du sujet et agit de manière extrêmement active, les pouvoirs publics, pour travailler là-dessus. Mais on s'est dit aussi, il faut qu'en sens inverse, on ait une mobilisation forte également des acteurs privés qui subissent ces fraudes, qui en ont les conséquences et qui sont constamment en train de se défendre de ça en disant mais non, nous on fait notre boulot correctement, on fait les choses bien et c'est pas nous là les gens dont vous parlez. Donc arriver à démêler ces sujets-là et ces enjeux-là pour arriver à mieux se coordonner pour faire mieux face à ces pratiques, parce qu'en fait, quand tous les acteurs privés essayent de faire front individuellement, en fait, ils sont fragiles. Mais que si, collectivement, on se saisit du sujet, en fait, on peut rendre notre thématique de la rénovation énergétique suffisamment solide pour qu'ils aient envie d'aller frauder ailleurs et plus chez nous. Et en fait, c'est l'objectif qu'on se fixe, qu'on se donne tous les outils, tous les moyens de coopération entre les acteurs privés, avec le soutien et la bienveillance et les échanges avec les pouvoirs publics pour qu'on puisse arriver à rendre cette politique absolument solide et qu'on ne puisse plus laisser dire n'importe quoi sur les thématiques de la fraude. Lionel Causse, et là je m'adresse aux parlementaires, quel impact concret la fraude a-t-elle ou aura-t-elle, pourrait-elle avoir sur des dispositifs tels que les C2E, MaPrimeRénov', même si on sait, on l'espère, le budget 2026 devrait arriver avant le 31 décembre dans les mains de l'Assemblée. Oui, on l'espère tous. Il vaut mieux même si on veut pouvoir poursuivre ces politiques, même si c'est compliqué. Alors, comme l'a dit Marjolaine, je dis un peu en introduction, il y a déjà pour les Françaises et les Français cet esprit de défiance contre lequel il faut lutter. Parce qu'on a besoin que tout le monde se lance dans cette rénovation. Il faut massifier la rénovation. On sait bien que nos objectifs sont ambitieux. Donc, ne trouvons pas des excuses pour que les Françaises et les Français soient je dirais, plutôt prudents et n'aient pas envie d'y aller. Parce que quand on entend parler de fraude, forcément, on a toujours un peu peur peut-être d'y aller. Donc, c'est inverser peut-être ce sentiment qui existe aujourd'hui. Et deux, c'est que, bien entendu, lorsqu'on travaille avec le ministère, avec les services de l'État, et ils ont raison, c'est les débats qu'ils ont, c'est que s'il y a trop de fraude, comme je le disais au début, pourquoi continuer à mettre de l'argent public? Voilà, chaque euro doit être utile. Et pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit bien orienté. Et c'est normal que l'État soit exigeant là-dessus. Et l'État fait beaucoup. Vous savez que l'ancienne ministre du Logement, Valérie Létard, avait mené des actions volontaires et puis vraiment très très fortes pour lutter contre la fraude. Mais je pense que notre association et le fait justement d'associer tous les acteurs, de mutualiser ces données, viennent renforcer
je dirais, ce sérieux, cette garantie qui nous permettra de pouvoir dire il nous faut du budget public parce que de toute façon, il sera très utile. Donc, il faut maintenir et continuer ces actions et l'implication, bien sûr, ce que j'irai à mes collègues députés lorsqu'on reprendra les travaux sur le projet de loi de finances. Mais en tout cas, il faut qu'on continue à avoir des budgets ambitieux parce qu'ils sont, je dirais, bien utilisés. On parlait tout à l'heure de cette dynamique publique-privée qui est nécessaire, essentielle pour faire fonctionner les dispositifs tels que les C2E. Florence Liévin, je me tourne vers vous. Vous représentez, je le disais, Sonergia et puis le GP-C2E. Est-ce que vous avez des chiffres à partager avec nous aujourd'hui sur cette fraude au C2E ? Merci beaucoup Anne-Sophie. C'est une question qui est extrêmement difficile parce que déjà, il faudrait savoir de quoi on parle. Caractériser la fraude, je pense que si on pose la question à chacun d'entre vous, on va y mettre une définition relativement différente. Il y a des choses qui sont assez évidentes. Bien sûr, quand on est sur de l'usurpation d'identité, quand on est sur des déclarations de travaux qui ne sont pas réalisés, là, c'est évident. Il y a de la fraude. Quand on est sur ce qu'on va pouvoir appeler de l'optimisation, quand on va aller déclarer des petits pourcentages à gauche, à droite, quand on va changer la référence de l'ETAS, par exemple, sur la PAC, des choses comme ça, là, c'est déjà beaucoup plus sournois quelque part. Et je pense qu'on a cette difficulté de se dire à un moment, il faut véritablement qu'on arrive collectivement à définir de quoi on parle pour pouvoir concrètement apporter des solutions et lutter contre ça derrière. Il y a un deuxième point qui me paraît vraiment essentiel, une fois qu'on aura défini de quoi on parle, c'est d'arriver à caractériser derrière, qui sont ces fraudeurs. Et moi, si je dois prendre un peu une image, une métaphore, je dirais qu'on est passé de passagers clandestins d'un vélo cargo, pour ceux qui sont familiers des C2E, à véritablement des occupants de résidences principales. La fraude s'est nichée et maintenant, j'ai ce sentiment, c'est niché durablement sur le secteur des C2E et comme le disait Mme Simu lors de l'AG du GPC2E, on ne doit pas en fait tout attendre de l'État. Et je pense que véritablement, c'est ce qui motive la démarche aujourd'hui, de se dire il y a un moment où on est arrivé à un tel point quasiment de non-retour qui met en risque le dispositif, à minima des C2E, je ne prendrai pas part sur la partie MPR, mais la fraude pourrait, je pense, objectivement demain, faire que le dispositif des C2E disparaisse. Et ça, c'est une conscience collective et on ne peut pas se permettre de se passer de 6 milliards d'euros par an. Et donc, pour répondre tout de même à votre question, quelques chiffres qui ont été donnés par le ministère l'an passé, sur 2024, c'est environ un peu plus de 200 millions d'euros de fraudes qui ont été évitées sur le dispositif des C2E et à peu près autant sur le dispositif MPR. Donc, peu ou prou, on est à moins de 5% en termes de fraude sur l'ensemble des actions qui sont engagées. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup trop. Qui ont été dévoilées, qui ont été trouvées, mais après il y a toutes celles qu'on n'a pas trouvées finalement, qui n'ont pas été démasquées, on va dire ça comme ça. Exactement, et c'est en ce sens que la profession a déjà formulé un certain nombre de propositions, dont certaines vont rentrer en application lors de la 6e période. Une qui va avoir un impact normalement très direct, c'est celle de déclarer les opérations à l'engagement, pour ne plus permettre d'avoir d'antidatage, d'avoir de doublons également. Et puis on a toute une nouvelle génération de contrôles qui devrait arriver au travers du contrôle visuel à distance. Et là, on est en train de changer de paradigme sur ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, de se doter d'outils qui sont à la hauteur du fléau de la fraude auquel on fait face. C'est comme ça que vous, acteurs privés, vous réussissez ou en tout cas vous tentez de lutter contre cette fraude ? Alors, on fait déjà ce que la réglementation nous demande. Donc, en l'occurrence, on a des taux de contrôle qui sont déjà assez significatifs. Mais en effet, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Je pense que dans nos entreprises, dans chacune de nos entreprises, on s'est finalement rendu compte qu'on s'était fait avoir. La difficulté aussi, c'est que quand on se fait avoir, on ne va pas le fanfaronner et on ne va pas le partager de manière explicite avec ses confrères / concurrents, ni forcément avec le ministère. Il y a une forme de honte, honnêtement, à s'être fait avoir par un margoulin. Et c'est bien, je pense, la difficulté à l'heure actuelle et qui permet à la fraude de continuer aussi à se développer. Puisque j'appelle ça moi les margoulins savent précisément que nous sommes honteux de cela et que nous n'allons pas aller diffuser l'information. Et c'est alors on va y revenir, mais c'est aussi l'un des attendus très forts des acteurs privés que je représente, d'avoir une association auprès de qui nous allons pouvoir faire remonter
ces malfaçons, dérives, fraudes que nous avons connues, une forme d'écran quelque part entre nous et l'administration derrière, une anonymisation à notre niveau de ce que nous avons pu subir pour qu'ensuite ce soit une donnée qui soit largement partagée à tous et qu'il n'y ait pas de généralisation, de multiplication quelque part de ces pratiques malveillantes, parce que c'est ce qui se passe. Un fraudeur est démasqué par une entité, le partenariat, le contrat s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la société d'à côté. Et c'est là qu'on en arrive, Franck, si on refait l'histoire, à cette envie, ce besoin de créer l'association que vous exprimiez tout à l'heure, Florence. Vous entrez donc en jeu. Alors, vous êtes sur le terrain des C2E depuis un petit moment. Quelle est la genèse du projet de cette association Stop Fraude? Alors, déjà, moi aussi, je suis extrêmement content qu'il y ait autant de monde dans la salle pour pouvoir discuter ensemble de la lutte contre la fraude. Alors, pour recontextualiser, avant, j'étais président de la société Sonergia, qui est donc un délégataire C2E et un mandataire administratif et financier ANA. On vivait la fraude au quotidien en luttant contre des écodélinquants qui essayaient de signer un contrat de partenariat avec nous pour essayer de nous faire croire qu'ils finançaient, qu'ils faisaient des travaux d'économie d'énergie et essayaient de nous extorquer des euros. En plus, c'est un climat assez fraudogène et vraiment extrêmement désagréable et qui donne très mauvaise réputation au secteur. Et ouais, le déclencheur, ça a été probablement une conversation avec Madame Mourlan, qui est la directrice générale de l'énergie et du climat, qui m'a dit à court terme, ce qui peut tuer le dispositif des C2E, c'est la fraude. Et du coup, fortement sous-entendu que ce serait bien que les acteurs privés prennent part dans la lutte contre la fraude. Et du coup, je pense que j'ai eu un peu de mal à digérer. Et ça a pas mal tourné dans ma tête. Et je me suis finalement dit qu'il fallait un initiateur à tout ça et que il fallait que quelqu'un prenne l'initiative et la responsabilité de créer quelque chose. Du coup, je me suis retiré de la présidence de Sonergia parce que ça me dégageait du temps et ça me paraissait impossible, en étant président de Sonergia, de créer une association telle que Stop Fraude. Donc, j'ai retrouvé mon indépendance de parole. Et j'ai été analyser ce qui se faisait dans d'autres secteurs dans la lutte contre la fraude. Quand je parle d'autres secteurs, je parle des tickets restaurants qui sont fraudés, je parle de l'assurance, je parle des crédits formation, par exemple. Et en fait, j'ai été très inspiré par ce qui s'est fait dans les assurances, où ils ont créé une association qui s'appelle Alpha, qui existe depuis 35 ans, donc qui est dotée de quelques millions d'euros de budget, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de Stop Fraude. Mais je compte sur vos... Bientôt. Voilà, bientôt. On compte sur vos dents. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait essayer de combler un trou qu'il y a aujourd'hui dans la lutte contre la fraude aux travaux à rénovation énergétique, et de créer une association qui rassemble tous les acteurs du privé et associatif et sur tout le secteur de la rénovation énergétique. Bien sûr, les professionnels de la rénovation énergétique, les financeurs tels que les délégataires, les obligés et les mandataires ANA, mais aussi les fabricants de matériel, les distributeurs, les associations de consommateurs, les banquiers, les assurances, etc., etc. Donc une association vraiment qui n'a qu'un seul objet, qui est la lutte contre la fraude, mais par contre qui rassemble tous les acteurs pour pouvoir avoir des points de vue très éclairés sur la lutte contre la fraude. Et voilà, je me suis vite senti un peu tout seul. Au début, ça résonnait dans ma tête. C'est pour ça que je suis content de voir du monde dans la salle. Et vous avez quand même trouvé en chemin la force d'un député, d'une ancienne députée, présidente de l'Alliance HQGBC. Comment ça s'est fait, cette connexion? C'est Florence qui m'a dit, mais Franck, peut-être qu'il faut aller voir, peut-être qu'il ne faut pas que tu restes tout seul et que tu ailles voir du monde qui soit plus doué que toi. Je ne suis pas sûr qu'elle me dit comme ça, mais qui soit plus doué que toi pour aller ouvrir Saint-Herbert et porter le discours, et m'a suggéré des noms, dont les noms éminents de Lionel et de Marjolaine. Et là,
la lumière s'est allumée et les portes se sont ouvertes aussi, parce qu'avant j'avais pas mal de mal à ouvrir les portes, et je remercie vraiment Marjolaine et Lionel, parce que voilà, c'est devenu beaucoup plus facile depuis qu'ils se sont lancés corps et âme dans le projet. Et maintenant on est prêt, enfin on a lancé l'association et on est prêt à être efficace pour lutter contre la fraude. Alors justement, parlons concrètement. Quelles vont être les missions de cette association Stop Fraude ? Là, je pose la question à vous, Franck, mais aussi à son nouveau président et à sa nouvelle vice-présidente, Lionel et Marjolaine. Quelles sont les missions et puis quelle est la raison d'être de cette association Stop Fraude ? Je peux peut-être juste compléter l'histoire et dire qu'effectivement, avec Lionel, on s'est embarqué très très vite dans le sujet, parce que moi, dans mes travaux parlementaires, je vous l'ai dit, c'était vraiment un irritant extrêmement fort. En fait, il y a quelque chose de vraiment rageant de voir autant de gens, on les voit tous ici présents, qui se démènent au quotidien pour réussir ces sujets, faire avancer ces enjeux, et de se retrouver constamment avec, qu'on leur remette sous le nez finalement les méfaits d'une poignée de gens. Parce qu'in fine, la fraude, ça se résume à ça. C'est une poignée de gens bien organisés qui font beaucoup de tort. Et vraiment, il y a ce sentiment d'agacement très très fort qui fait que, voilà, pour moi, c'était forcément une idée d'embarquer et de soutenir ça. Et donc après, à partir de cette première échange avec Franck, on a rencontré plein de gens. Avec Lionel, on a fait un peu le tour des popotes, comme on dit, et on a dit comment vous verriez les choses, comment est-ce que vous auriez envie de construire ces choses avec nous. Et effectivement, là aujourd'hui, l'association Stop Fraude, elle est lancée, elle est là. En revanche, conseil d'administration, organisation concrète de l'association, là c'est encore à bâtir. On est en train d'engranger les premiers adhérents, et l'objectif, ça va être de pouvoir constituer une association. Franck l'a dit, l'objectif c'est qu'elle fonctionne par collège, qu'elle soit vraiment représentative, qu'elle soit équilibrée, qu'elle permette vraiment de travailler de manière très efficace. Pour ça, l'expérience de l'Alliance HQG-BC sur les statuts d'association, c'était vraiment intéressant. On a consulté d'autres associations qui avaient ce rôle comme ça d'intérêt général pour voir comment est-ce qu'il faut faire les choses. On a eu des échanges avec les pouvoirs publics, on a eu des échanges avec des acteurs privés pour se poser la question quel serait le meilleur modèle. Et donc voilà, là on est effectivement prêt et dispo pour le lancement, avec un certain nombre d'idées très concrètes pour le démarrage. Franck pourra en décliner quelques-unes par exemple, mais aussi très preneur de l'intégration, de la participation et des idées des gens qui vont adhérer et nous rejoindre. Comme dans la vie de toute association, l'objectif c'est qu'on puisse aborder les choses. Et ce qui est extrêmement riche, c'est qu'à chaque rencontre, on nous dit mais alors est-ce que vous avez prévu de travailler sur ça ? Est-ce que vous avez prévu de prendre cet angle ? Parce que ça c'est quand même extrêmement important. Du coup, ça ajoute un peu des points à la liste. Et voilà. Donc concrètement, ce qui va être le sujet dans les prochains temps, c'est de se donner les moyens de nos ambitions. Et plus on aura de moyens, plus on aura d'ambitions extrêmement fortes. Lionel Causse, est-ce que vous voulez rajouter un mot sur cette raison d'être de Stop Fraude ? Oh non, tout a été dit. Je pense que ce qui est important, c'est en effet d'être sur un lieu avec des professionnels, avec tous ceux qui sont concernés, qui vont pouvoir mutualiser les informations, qui vont pouvoir travailler ensemble, qui vont pouvoir collecter les données, qui vont pouvoir mettre en œuvre des outils de lutte contre la fraude, s'en informer les uns les autres, comme l'a dit Florence, parce que ça c'est important. Il faut que ce soit un lieu de débat, un lieu très opérationnel et très concret. Je pense que c'est ça, c'est ce qui est attendu, des rencontres que j'ai pu avoir. Donc ça me semble vraiment être l'essentiel. Mais effectivement, la liste des courses pour l'instant, elle est très très longue. Puisqu'à chaque fois qu'on voit des gens, on nous demande de faire, il n'y a pas de problème, on va le faire. Mais on va le faire collectivement. Voilà. Donc nous, on est là pour dire, non, venez, intégrer l'association, embarquer cette association avec nous, et puis derrière, on va y aller, quoi, parce que de toute façon, il faut que le signal soit donné aux fraudeurs, à celles et ceux qui auraient tendance demain de pouvoir trouver de nouveaux canaux, de pouvoir continuer leur petit, leur petit marché sur la fraude. Non, c'est fini. On est là. Là, on a la task force anti-fraude.
Et il faut quand même qu'on vous dise aussi qu'on a une petite difficulté cet après-midi, c'est que quand on veut lutter contre la fraude, vous ne pouvez pas dire exactement ce que vous allez faire pour lutter contre la fraude. Donc on ne peut pas vous dire tout là publiquement sur le tour de table, mais on a des choses très précises, très concrètes qu'on expliquera évidemment à nos membres. Mais vous comprenez bien que si on vous dit tout, clairement la fraude elle s'adapte, c'est tout son sujet. Donc du coup il faut qu'on soit aussi un peu malin dans la manière dont on travaille. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a des études très claires, concrètes, qu'on voudrait commanditer très rapidement pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire avec des outils que je ne vous expliquerai pas, mais donc sur les typologies des fraudeurs et de savoir comment ils agissent très concrètement pour donc qualifier, mieux appréhender le sujet. Parce que pour le coup, comme l'a dit Florence, il faut vraiment qu'on apprenne à pas tout mélanger sur les sujets quand on traite de fraude. C'est un espèce de grand sac panier dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Donc vraiment distinguer les thématiques et les sujets. Et ensuite, oui, un certain nombre d'objets très concrets. C'est vraiment l'objectif. Franck, sans en dévoiler trop quand même, est-ce qu'il n'y a pas des chantiers que vous avez lancés ou que vous êtes sur le point de lancer qui pourraient donner envie à d'autres acteurs de vous rejoindre et de collaborer pour aller encore plus loin ? Alors, déjà, je voudrais rebondir sur la raison d'être de l'association. La raison d'être, c'est de faire en sorte que la politique d'efficacité énergétique de la France soit un plein succès. Tout le monde l'a dit, les C2E, c'est 6 milliards d'euros de budget. L'ANA, ça dépend des années, mais c'est à peu près, on va dire, 2 milliards et demi sur MPR. Il faut que chaque euro soit dépensé pour financer des travaux d'économie d'énergie et des travaux qui sont efficaces et qui sont réellement faits et génèrent vraiment des économies d'énergie. Donc la raison d'être, c'est vraiment faire en sorte que la politique d'efficacité énergétique de la France soit un plein succès. Ensuite, comment on va s'organiser ? Nous, ce qu'on veut faire, c'est organiser la lutte des privés contre la fraude, des privés et des associations contre la fraude. Je ne dis pas que les privés ne luttaient pas, mais en tout cas, lutter individuellement, et on sera, comme ça a été dit, infiniment plus efficace si on lutte collectivement. Je pourrais donner 10 000 exemples et 10 000 sujets qu'on aimerait traiter par rapport à ça. Et après, l'État, et Simon le dira largement mieux que moi, l'État s'est déjà extrêmement bien organisé en luttant collectivement contre la fraude. L'idée, c'est que l'association soit aussi une passerelle, un rouage des acteurs privés qui luttent ensemble vers les acteurs publics pour que ce soit d'autant plus efficace à la fin. Donc voilà la raison d'être et les missions. Après, je pourrais vous donner des exemples plus précis. Tout à l'heure en off, on retrouvera sur le site de Construction 21, c'est ça ? Vous voulez vraiment des exemples plus oui, précis ? Oui, bien sûr qu'on veut des exemples. Bon, alors... Si, allez. Florence a un peu évoqué une étude. En fait, en effet, on commande une étude à un spécialiste qui lutte contre la fraude, qui voit des fraudeurs tous les jours, pour nous dresser un peu le portrait robot du fraudeur, les modes opératoires, comment ils sont organisés, parce qu'il y a des fraudeurs à plusieurs étapes de la fraude, certains qui vendent des packs de la fraude, à d'autres qui vont les appliquer et qui vont frauder. Voilà. Donc pour commencer, on veut vraiment un état des lieux de ça. Ensuite, les délégataires, les obligés, les mandataires, on est victime de la fraude, on est ciblé, comme je le disais tout à l'heure. Et globalement, il n'y a que deux moyens de lutter contre la fraude. Il y a mieux sélectionner les professionnels de la rénovation énergétique, dont 99,9% sont parfaits, mais mieux détecter les 0,1% et ne pas les laisser rentrer dans nos organisations et ne pas signer de contrat. Et pour faire ça, il y a un moyen très simple, ça s'appelle les KYC. Donc on réunit tout un tas d'informations sur ce professionnel, et je la fais un peu courte, mais on fait tourner un algorithme qui donne le pourcentage de chances que ce professionnel soit un fraudeur. Et du coup, si cet algorithme dit que c'est rouge, on ne signe pas avec lui, ou en tout cas, on contrôle beaucoup plus. Voilà, ça c'est un exemple précis. Et après, je disais qu'il y avait deux moyens de lutter contre la fraude. Donc le premier, c'est les barrières à l'entrée des fraudeurs, les KYC et les due diligence. Et après, le deuxième moyen, c'est les contrôles. C'est sur les chantiers, faire en sorte, pour le moins cher possible, d'être sûr qu'un chantier a été fait et bien fait. Aujourd'hui, les contrôles sont réglementaires. C'est les contrôles
par contact, globalement, qui ne servent pas à grand-chose, et les contrôles in situ. Florence a parlé du contrôle visuel à distance, mais il y a tout un tas d'idées pour développer cette technologie. Et on est persuadé que ça permettrait de massifier les contrôles pour moins cher et de contrôler peut-être pas loin de 100% des opérations. Et ça, ce serait une super barrière contre les fraudeurs. Voilà 2 exemples. Anne-Sophie, j'en ai plein d'autres, mais je ne peux pas tout vous dire. On ne veut pas tout vous dire aujourd'hui, sinon vous nous réinviterez plus. Alors, je vous réinviterai évidemment. Simon Yvetot, on parlait du travail que fait l'État justement pour lutter contre cette fraude. On en est où aujourd'hui au sein du gouvernement quand on parle fraude au C2E? Alors, ça peut être un exposé très long. Vous avez 5 minutes. Non, merci déjà de m'avoir invité. Et avant de répondre à votre question, effectivement, si je rebondis sur le tout premier point que vous avez pu mentionner, je ne suis pas initiateur de l'association, au contraire des personnes présentes ici. Mais j'ai bien entendu accepté d'être présent pour les raisons que je vais exposer. Le gouvernement, ou en tout cas les services de l'État, puisque moi je travaille au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature et de la Direction générale de l'énergie et du climat, les services de l'État sont effectivement organisés en matière de lutte contre la fraude en travaillant dans une coopération très proche entre services. Donc les services de l'ANA discutent très régulièrement avec le pôle national des certificats d'économie d'énergie. On discute très régulièrement avec les services de renseignement de la police nationale ou de la gendarmerie. On discute très régulièrement avec la Direction générale de la répression des fraudes. Donc ces échanges en fait sont quasi quotidiens, ou en tout cas à une maille très rapprochée. De manière plus générale, l'État a missionné la MICAF, donc la mission de coordination antifraude, pour coordonner précisément tous les services que j'ai mentionnés ici, qu'il s'agisse de porteurs de dispositifs d'aide ou bien de services qui interviennent avec un rôle plus régalien de contrôle, afin effectivement de partager autant que possible des informations utiles à la prévention, aussi utiles au contrôle, à la bonne définition des politiques publiques de contrôle, mais également, lorsque c'est nécessaire, dans le cadre tout simplement de procédures d'enquête sur des situations qui peuvent être rencontrées par les services. Et donc je ne vais pas exposer ici l'intégralité de ce qui peut être fait, mais quand même 2 mots. Donc il y a, on va dire, la coopération est principalement autour, on va dire, de la prévention. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire de la prévention en matière de lutte contre la fraude? Il y a de la coopération principalement autour de la thématique des contrôles. Comment fait-on pour s'assurer qu'effectivement les résultats de ces contrôles sont partagés ou que ces contrôles sont coordonnés les uns par rapport aux autres? Et ensuite, il y a de la coopération, je l'évoquais plutôt tout à l'heure, sur l'angle de la répression et des sanctions, sur lesquelles, effectivement, lorsqu'il y a des services d'enquête, chaque service d'enquête a un pouvoir réglementaire qui lui est propre. Et donc, grâce à la MICAF, on va mobiliser les services d'enquête, finalement tous les services d'enquête disponibles, pour faire cesser autant que faire se peut les organisations qui ont pu être repérées. Ça, c'est le premier point, effectivement, que je souhaitais mentionner. Mais effectivement, face à tout cela, on est sur des travaux qui sont principalement des travaux internes à l'État. Et donc j'en arrive à mon deuxième point, qui est que ces travaux sont sujets quand même au cadre réglementaire que nous avons, au cadre législatif. Et cette année en particulier, on doit quand même souligner le fait que les parlementaires, ont voté une proposition de loi qui vise à lutter contre toutes les fraudes et qui va nous permettre d'avoir de nouvelles cordes à notre arc et donc nous permettre de renforcer très largement l'arsenal dont les services vont pouvoir disposer. Mais cet arsenal restera quand même malgré tout un arsenal propre au service de l'État et nous manque aujourd'hui encore des interlocuteurs de confiance qui nous permettent de tester nos idées et qui nous permettent de dialoguer avec les personnes qui font partie des écosystèmes dans lesquels la fraude prospère. Donc forcément, quand vous voyez la création d'une association telle que Stop Fraude, vous soufflez un peu. Quel a été votre sentiment quand vous avez été au courant de cette création? Je me suis dit, voilà une excellente idée. Et voilà une idée qu'on se doit d'appuyer et qu'on se doit de soutenir parce que c'est précisément une attente, d'une certaine manière. Le mot est fort, mais c'est une attente pour nous d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on puisse effectivement dialoguer de manière régulière sur ces thématiques avec une approche de spécialistes.
et pas uniquement effectivement des contacts ponctuels sur des dialogues qui peuvent être généralistes. On est sur une thématique qui est extrêmement complexe. Je ne développe pas la matière rénovation énergétique en tant que telle est une matière complexe, vous le savez tous, mais plus spécifiquement le sujet de la lutte contre la fraude est également un sous-domaine qui revêt une grande complexité, et donc avoir des interlocuteurs qui représentent finalement, sont représentatifs des organisations, c'est pour nous un point extrêmement intéressant, et donc on est en attente et on est à l'écoute, et on sera évidemment on sera solliciteur de cette association. Oui, une approche de spécialiste et une approche collective, puisque c'est toute l'idée de cette association. Quel est selon vous le principal risque pour les dispositifs publics quand justement cette fraude n'est pas détectée à temps ? Alors, ça a déjà été largement dit, donc je pense que je ne vais pas effectivement répéter ce qui a été mentionné tout à l'heure. Mais donc évidemment, ce qui a été dit, ça met à risque les politiques publiques elles-mêmes, très concrètement. Ça conduit aussi à complexifier des procédures. Je ne vous fais pas de dessin. Des demandes complémentaires, des dossiers mis en attente, des échanges avec les demandeurs. Et donc ça peut laisser une impression de parcours usagers qui peuvent être complexifiés, alors qu'on est dans une logique de protection des usagers, et qu'on cherche effectivement à prévenir une dépense indue d'argent public. Donc ça, c'est le risque principal. Et donc c'est là où, pour nous, l'association est utile, puisqu'elle nous permettra de pouvoir aussi dialoguer et d'exposer aussi les logiques, des logiques de contrôle dans lesquelles on peut être, et donc d'avoir aussi des canaux de discussion sereins dans lesquels on pourra évoquer ces sujets. Lors de mes allées et venues dans le salon Renaudez, il y avait une interrogation quand même sur la pérennisation de ces dispositifs de C2E, 6e période ou pas 6e période. Est-ce qu'une création d'association, de l'association Stop Fraude, ça peut rassurer, ça peut garantir la pérennité de ce dispositif ? Alors, je pense que je dépasserais très largement le périmètre de mes responsabilités si je disais que ça apportait une garantie. En revanche, je peux largement dire quand même que du point de vue des services de l'État, c'est un point positif, et qu'on peut souligner le fait que ça a été évoqué, le fait que les secteurs s'organisent, c'est quelque chose qui est positif et un point de réassurance pour les personnes qui vont être ultérieurement en charge de décider. Lionel Causse, quel message clé vous avez envie de transmettre à notre audience aujourd'hui, et puis plus largement à tous ceux qui liront ce soir et demain la création de cette association ? Écoutez, venez travailler avec nous, on a besoin de vous. Parce que de toute façon, vous l'avez vu, on a de bonne volonté. Il y a déjà beaucoup de travail mené par Franck. On a déjà beaucoup d'entre vous qui ont fait part de leur intérêt pour l'association. Mais on aura besoin de vous, parce que plus on sera nombreux, plus on sera efficace. Et plus effectivement, les réponses que l'on pourra apporter, que ce soit aux différents ministères, que ce soit aussi aux parlementaires, à mes collègues pour les aspects budgétaires ou éventuellement les lois à venir, parce qu'on aimerait aussi que l'association soit porteuse de propositions et puisse aussi donner ses avis, que ce soit sur des décrets ou sur des lois. On a besoin d'avoir les professionnels et d'avoir toutes les chaînes, je dirais, de tout ce parcours de la rénovation et de la performance énergétique avec nous. Voilà, donc venez, et puis je pense que comme on est tous d'accord, par les temps qui courent, avoir des consensus, c'est bien. Je vais pouvoir dire demain, si tout va bien aussi sur d'autres endroits pas très très loin d'ici, mais demain avec mes collègues parlementaires, on va pouvoir assurer les budgets, assurer tout ce qu'il faut, assurer cette politique publique pour les semaines qu'il faut, et pour avoir, je dirais en 2026, un projet de loi de finances qui puisse garantir justement que cet argent public ou privé soit le mieux utilisé possible. On suivra ça avec attention. Vous les avez, les professionnels devant vous, les acteurs de la rénovation énergétique. Est-ce que c'est le temps des questions de la salle? Est-ce que certaines d'entre vous aimeraient interroger nos intervenants, notre panel pour parler? Oui. Allez-y, je vous en prie. Micro coupé, voilà. Ça marche. Cyril Mauride pour Terre Pendant Presse. que les micros se débloquent, je voudrais dire qu'il y a un point de vigilance sur lequel on veut travailler, c'est qu'on doit améliorer la lutte contre la fraude, mais pas créer de la complexité. L'objectif et la vigilance collective qu'on a, c'est de se dire que
surtout si on resserre les mailles du filet, qu'on ne bloque pas et qu'on ne coince pas des acteurs qui sont vertueux. C'est vraiment une vigilance et c'est pour ça que plus on sera bon et précis sur les éléments, les indicateurs, les choses qui nous permettront d'attraper les fraudeurs et plus on sera fluide dans le traitement des dossiers, etc. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une collégialité d'acteurs extrêmement large dans Stop Fraude parce que le regard de l'acteur obligé, le regard de l'acteur délégataire ou le regard de l'acteur artisan ou tout le monde, les collectivités territoriales, tous ces gens-là ont des éléments de regard sur ces choses-là. Ils peuvent apporter des choses, ils peuvent capter des faisceaux d'informations. Et en fait, si on arrive à mettre ensemble les bons éléments, on peut bien fluidifier les travaux, les traitements. Ce qui est extrêmement frustrant dans ce qui est en train de se passer autour des sujets de fraude, c'est que ça finit par monter les uns contre les autres. On finit par avoir des artisans qui sont en colère contre l'ANA, alors qu'effectivement l'ANA, elle fait son boulot d'empêcher que l'argent public aille vers la fraude. Et on devrait l'applaudir pour ça. Et en fait, quand on se retrouve avec parfois le dossier bloqué pendant longtemps, etc., on se retrouve à être très en colère contre cette politique, alors qu'elle fait son boulot. Et donc, du coup, on a besoin de faire cette fluidité ensemble, de retrouver de cette confiance partagée vraiment forte. Et je pense que c'est un outil et un lieu pour le faire. Merci. Cyril Maury, Terme Presse, le micro fonctionne. Merci. Donc concrètement, comment ça va se passer? De quels besoins de fonctionnement par rapport à Stop Fraude? Il vous faut plusieurs personnes, des experts dans quel domaine? Un budget, vous l'aviez évoqué, quand vous rejoignez, il y a des cotisations, c'est du mécénat. Comment vous structurez tout ça? Bonjour Cyril. En effet, aujourd'hui, le financement de Stop Fraude, en tout cas au lancement, sera assuré uniquement par les cotisations. Donc, plus on aura d'adhérents, plus l'association sera représentative et plus elle aura des moyens financiers. On a plein de projets, la lutte contre la fraude passe beaucoup par du numérique. Donc, on imagine la création d'une plateforme à l'attention des délégataires obligés mandataires qui se font frauder pour proposer plusieurs services à prix coûtant parce qu'on l'achèterait à plusieurs et qui permettent de lutter contre la fraude. Donc je parlais des KYC et des due diligence tout à l'heure, mais on peut aussi imaginer de la signature électronique pour éviter pour être sûr qu'on signe avec la personne qui est ce qui dit qu'elle est. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et du coup, pour ça, il faut des moyens et il faut aussi des salariés. Il y a une des missions, Anne-Sophie, vous allez être contente, j'ai donné une autre mission. Une des missions, ça sera probablement de relire les textes réglementaires parce que les fraudeurs adorent exploiter les textes réglementaires et définir une ligne rouge et dépasser un petit peu cette ligne rouge ou des fois rester du bon côté mais en n'étant pas très honnête. Et plus les textes réglementaires seront précis et auront imaginé les cas de fraude, et mieux on se portera et plus mal les fraudeurs. J'ai un texte à vous soumettre. On a commencé à écrire une contribution sur ce texte, je pense, Simon. On a une réponse à vous soumettre. Et du coup, pour ça, il faut des salariés. Et les salariés veulent être payés, donc il faut de l'argent et donc il faut des adhérents. Une autre question dans la salle? Oui, Arnaud Disdereau, je suis le rédacteur en chef de The Pro Renault. Et j'ai une double question. Elle concerne effectivement vos adhérents. Est-ce que parmi vos adhérents, vous allez avoir des artisans ou des organismes, des fédérations qui regroupent ces artisans qui travaillent dans la rénovation? Et la deuxième, c'est il y a un certain nombre de labels, de certifications qui sont vus parfois comme des contraintes. Est-ce que vous allez vous-même tenter d'imposer un label, de qualifier certaines entreprises, artisans ou pas? Voilà. Est-ce que ça va dans ce sens? Pas sûr de tout le saisir, mais à ce stade, clairement pas. Le sujet, c'est pas de créer de nouveaux trucs, c'est plutôt d'accompagner ce qui existe déjà, de les inviter à collaborer avec nous et de regarder comment on peut les uns les autres
améliorer ou se faciliter les choses. Si typiquement le sujet c'est RGE, eux-mêmes RGE ils subissent de la fraude, on les a invités à discuter et clairement on souhaitera qu'ils soient actifs à nos côtés pour qu'on puisse regarder ça, parce qu'ils sont victimes de ces fraudes-là de la même façon. Pas la peine d'aller réinventer l'eau tiède. Une autre question? Moi, je veux bien. Bonjour, Stéphanie Obadia, directrice de Construction 21. Merci Anne-Sophie pour l'animation. J'avais une question, justement. La question, c'est aussi la donnée. Est-ce que vous allez avoir accès à cette donnée publique ou pas? Est-ce que vous allez pouvoir travailler ensemble sur la fraude? Voilà, c'est une question. Et dans quelle mesure vous allez la partager après également? Ou pas? J'imagine dans la limite de ce qu'on peut partager en fonction de ce qui est de l'ordre des règles et de la loi. Alors, beaucoup de choses restent à définir. Du point de vue de l'État, j'ai donné quelques exemples de modalités de travail qu'on pourrait imaginer, du point de vue de l'État, en tout cas, qui pourraient nous intéresser. On a évoqué les textes réglementaires et j'ai fait une courte incise à l'instant. Ça, c'est l'exemple classique. L'État produit de la norme, produit des textes réglementaires. Dans ce cadre-là, il y a souvent des consultations du public qui sont ouvertes à des contributions et on reçoit souvent des contributions d'associations, de fédérations professionnelles, parfois de particuliers ou d'entreprises qui veulent s'exprimer sur ces textes. Nous, on aura une attention particulière sur les commentaires qui pourraient être apportés par cette association, du fait de sa spécialisation, en particulier lorsqu'on a des textes qui concernent la lutte contre la fraude. Donc ça, c'est un premier point. Donc dans ce contexte, effectivement, il n'y a pas de partage de données particulières, mais j'élargis un peu la question. Et ensuite, on pourra imaginer le moment venu, on n'a pas défini exactement les modalités, mais nous avons au sein de l'État des groupes de travail qui nous permettent de dialoguer entre nous, entre services de l'État, dans lesquels on se parle régulièrement. Donc, j'évoquais tout à l'heure le PNC2E, l'ANA. Dans ces cadres-là, on a des réunions régulières. Et bien, effectivement, inviter de temps à autre un membre externe ou un collectif externe dont l'association pourrait faire partie pour permettre d'avoir ces échanges dans lesquels l'association vient présenter, ou réciproquement nous on vient présenter des résultats, alors qui généralement sont des choses publiques par ailleurs. Il y aura pas forcément, on n'a pas prévu en tout cas à ce stade de convention de partage de données, mais ça peut permettre effectivement quand même d'avoir un dialogue spécifique sur des données qui sont parfois quand même un peu complexes à analyser. Là, je ne fais pas de dessin, mais dans les résultats de ce que peut présenter par exemple l'ANA annuellement, présente les résultats de ses comptes annuels dans lesquels elle expose le bilan des fraudes. Donc c'est les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur l'année 2024. De la même manière, le pôle national certificat d'économie d'énergie produit annuellement un rapport annuel dans lequel il y a des rapports de contrôle, et il y a les résultats des rapports de contrôle qui sont présentés. Ça peut être des bases de discussion sur lesquelles on va venir discuter et venir échanger en essayant aussi de décrypter ces chiffres. Donc ça, c'est le type d'échange qu'on aura. Et pour nous, c'est utile parce que ça nous permet, au sein de l'État, d'être plus réactifs, d'anticiper peut-être des schémas dont nous n'aurions pas connaissance, et puis d'identifier les priorités de travail pour ce qui concerne les services de l'État. Merci beaucoup. Une dernière question. Tout devant, tout devant. On vous écoute, allez-y. Oui, Laurent Permas, Sofinco Éco-Transition Groupe Créa École. On accompagne en fait financièrement notamment les professionnels sur le reste à charge de leurs clients au travers de prêts. Et chaque année, on fait des radiations, puisqu'on a des agréments pour les professionnels, puisqu'ils sont IOSB et donc ils sont apporteurs d'affaires. Et donc on a entre 150 200 radiations qui se font, et aussi des entreprises qui sont sous surveillance. Les radiations, on a évoqué avec l'ANA, on a rencontré l'ANA, on leur a proposé en fait de pouvoir partager aussi leurs radiations, en tout cas leur indicateur, avec les nôtres, dans un format RGPD, dans un format de transmission, en tout cas de partage, qu'il faut poser. Avec les banques, on a quand même une conformité et un réglementaire qui est assez fort. Et donc on est aussi force de proposition sur ces sujets, parce qu'on est très avancé avec la CPR, la BC, voilà, et la Banque de France. Mais comme il n'y a pas de fichier positif en fait en France, alors au sens large sur les crédits, mais aussi sur ce type de sujet de radiation,
je trouverais intéressant en fait qu'on pose, parce que tout le monde est impacté, et les financeurs, si vous voulez, nous, on est les premiers impactés. Pourquoi? Parce que le client, il arrête de payer lorsqu'il y a un litige. Il ne paye plus. Et lorsqu'on est fraudé, c'est la banque qui est impactée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des financements frauduleux. Il n'y a pas que la fraude à l'ANA, il y a la fraude aussi au financement au sens large. Et donc on trouverait, en tout cas, très intéressant de pouvoir partager dans un cadre réglementaire posé ces radiations et les suspicions de fraude. Donc rejoignez Stop Fraude et puis faites une proposition. Mais avec un cadre en fait, parce qu'il faut qu'on puisse échanger, tout à fait, qu'on puisse échanger avec les services de l'État décentralisés, qui sont aussi des GCCRF, mais plutôt dans l'anticipation que dans le constat. Nous avons des techniques où nous essayons d'être dans de l'anticipation, y compris avec des forces qui sont sur les terrains et qui sont des indicateurs. C'est le principe des renseignements généraux, en fait. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence et ce lancement de l'association Stop Fraude. Ah, le mot de la fin pour notre président d'association. Oui, voilà, justement. Je voulais 30 secondes, rapidement. Donc, vous l'avez compris, il y a un président, il y a une vice-présidente, mais pour qu'on puisse fonctionner, il nous faut un bureau et un conseil d'administration. Donc, il nous faut des adhérents pour pouvoir rentrer au conseil d'administration et au bureau et puis pouvoir affiner et approfondir toutes les réponses qu'on vous a apportées cet après-midi. Voilà, donc, appel aussi, je dirais, de bonne volonté des uns et des autres. Et voilà, la petite annonce est passée. Merci beaucoup, merci à vous et belle fin de salon.